en immersion. Le podcast de la Cité internationale universitaire de Paris qui chuchote à vos oreilles les coulisses de ce lieu d'échange et d'idées uniques au monde. Alors, je m'appelle Julio et je viens d'Équateur. J'ai 27 ans et j'ai fait mes études en art plastique, en cinéma et en art contemporain. Et je suis arrivé à la Maison du Portugal le 3 septembre 2020. Vraiment, j'ai pas voulu changer de maison, l'ambiance, l'atmosphère et les gens qui habitent là-bas me font, ils en font de cet espace vraiment un foyer. Vraiment un foyer, ils sont très chaleureux, les gens sont très chaleureux et ils te font ressentir que tu fais partie vraiment d'une famille. C'est important, pas uniquement pour te sentir en famille, mais aussi pour rester concentré dans ton projet. Parce que tu viens ici pour développer, pour faire un projet. Dans ce cas, c'est un projet académique. Donc c'est très important vraiment que tu te sens à l'aise, que tu te sens au sein d'une famille, parce que ça va t'aider beaucoup à développer ta pensée et à développer tes idées, etc. J'ai appris beaucoup de choses à niveau historique, linguistique, culturel de chacun de mes amis, des gens que j'ai rencontrés à la Maison de Portugal, voilà, cette université en général. C'était la première fois où je dois vivre avec plusieurs cultures, plusieurs points de vue, plusieurs identités. Et je crois que ça, c'est les souvenirs les plus précieux que je garde, que je vais garder de cette université. C'est l'opportunité de pouvoir apprendre beaucoup de choses qui vont me permettre d'améliorer toutes mes compétences professionnelles, académiques et de ma vie personnelle aussi. Et aussi à niveau académique, c'est intéressant parce que tu vois, même si alors j'ai fait mes études en art, et il y a quelqu'un qui fait ses études en Sciences Po, il y a quelqu'un qui fait ses études en médecin, et quand on est à la table pour manger, pour partager un moment, on a quand même des sujets en commun qu'on peut discuter et on trouve des liens pour associer toutes nos démarches, tu vois. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est justement dans ces espaces comme la cuisine, le jardin, la cité, la chambre, où on fait aussi un travail de la pensée, de développer la pensée. Par exemple, moi qui je fais de l'art politique, et parler avec quelqu'un qui fait Sciences Po, forcément, ça me permet de développer encore mieux mes arguments et plus justifier, plutôt pour argumenter mon travail artistique. La chambre, c'est l'espace où tu peux vraiment mettre en scène, faire une mise en scène de ton identité, de ton identité culturelle et humaine. Donc, c'est l'espace, pas seulement l'espace où tu vas accrocher des tableaux ou des photographies de ton pays, de tes amis, de ta famille, mais aussi c'est un espace qui va te voir à toi et agrandir à niveau humain et à niveau académique. Donc je crois que l'espace de la chambre, c'est vraiment un espace, c'est l'espace intime. C'est un espace intime, mais en même temps, quand tu invites quelqu'un à entrer dans cette intimité, ça devient un espace de l'extimité. Pour la décoration de ma chambre, je suis très minimaliste. Donc, la plupart des objets, on était des livres. Tous les livres que j'utilisais pour écrire mes deux mémoires. Et les autres objets que j'ai mis, c'en étaient des tableaux, mes dessins, mes peintures. Et voilà, quelques plantes, et la machine au café, voilà, c'est tout, et mon ordinateur. Et j'ai voulu vraiment que ce soit un espace qui parle de moi, mais en même temps qui permet oxygéné. Un espace qui te permet, quand tu entres, tu te sens bien, tu te sens à l'aise, tu peux respirer. Et les objets ne font pas, comment dire, tu es au même niveau. Moi, les gens qui sont dans ma chambre sont au même niveau des objets. Donc, c'est une façon de trouver un équilibre. Un équilibre que ça fait du bien pour l'esprit de la personne qui est là.
Je me suis senti vraiment comme Virginia Woolf quand elle parle dans son chambre à soi, tu vois, parce que c'est vraiment l'espace où tu peux réfléchir, tu peux penser, tu peux développer des idées, etc. Et c'est très vraiment... J'ai fait tout le temps cette analogie avec les textes de Virginia Woolf. Les espaces de cette université, ces espaces de rendez-vous, ces espaces de rencontres, on fait justement qu'on apprend à regarder le monde avec plus de flexibilité, plus de tolérance, plus d'humanité. Parce qu'on se confronte à plusieurs façons de réfléchir, de parler, de s'exprimer, qui sont vraiment très loin de la façon qu'on ramène de chez nous. Et je crois que c'est justement cette opportunité de devenir plus tolérant, inclusif. Et ça fait que nous soyons plus divers. Et c'est dans cette diversité, dans cette pluralité que on va construire le monde de demain. Bonjour Linéa. Donc ça c'est le 3e étage. Donc on est dans un espace justement qui accueille 11 personnes. Donc on a le salon, la salle à manger et la cuisine. On peut voir là qu'on a rajouté des affiches, on a un peu notre petite décoration, nos lumières et tout. Alors, je m'appelle Sandrine, je suis canadienne, j'ai 23 ans. Je suis en train de faire mes études en architecture. Ça fait 1 an et 4 mois que je vis à la Maison des étudiants suédois. Je dirais que la Maison des étudiants suédois, c'est quand même une situation un peu particulière par rapport aux autres maisons de la cité, dans le sens où c'est très petit. Dans la Maison des étudiants suédois, on est 42 étudiants. Donc, c'est petit, c'est réparti sur 4 étages et demi. Donc, sur chaque étage, on retrouve entre 10 et 11 étudiants environ. Et aussi, comment c'est structuré au niveau architectural. En fait, on retrouve au centre toutes les pièces communes. Donc, un salon, une salle à manger et une cuisine par étage. Et les chambres sont directement attachées à ces espaces communs-là. Ce qui fait en sorte que dès qu'on sort de nos chambres, on rentre dans les espaces communs. Et donc, si on veut juste un verre d'eau, par exemple, on est obligé de rencontrer les gens de notre étage. Donc, c'est très difficile d'avoir une vie sans rencontrer ses voisins. Là. Ça vient automatiquement. On devient un peu une famille élargie rapidement. On commence à pratiquement tout faire ensemble. On fait nos courses ensemble, on mange ensemble. Donc, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que justement, on trouve une deuxième famille à Paris. Alors, une des choses qui est particulière à la maison, c'est qu'on ne barre pas nos portes. Donc, ma porte, elle est ouverte. Donc, oui, c'est un petit peu le bordel. Donc, ouais, c'est ça, on peut voir que j'ai quand même un peu décoré, tout avec le temps. J'ai rendu la pièce personnelle et pratique aussi, parce qu'on manque des fois un peu de rangement. Et on a aussi la vue, qui est quand même qui est bien. Donc, on a la vue sur le parc. Moi, j'adore. On entend un peu le périphérique. Et l'été, nous, ça nous permet, il y a toujours des gens sur la terrasse, donc on se parle d'une chambre à l'autre. Moi, je dirais ma chambre, personnellement, je l'ai beaucoup aménagée. Donc, ça fait quand même un petit bout de temps que je suis là. Donc, c'est un lieu qui me permet, après, justement, avoir passé beaucoup de temps en commun et tout, de retourner un peu à moi, de parler à mes amis, parler à ma famille. C'est un peu c'est rendu ma maison, finalement. C'est la seule pièce ou la seule chose qui m'appartient presque à 100% à Paris, où je peux passer du temps qui est justement à moi et faire ce que je veux. Moi, je travaille dans ma chambre aussi, je fais du télétravail, donc ça devient aussi mon bureau. Mais
Ouais, c'est un espace très personnel, en fait. Mais je pense que, par exemple, les espaces communs, c'est des espaces, justement, qui sont aménagés par nous tous. Mais après ça, quand on prend nos espaces, nos chambres, c'est le lieu où, justement, on peut mettre des photos de famille, des photos de nos amis, arranger nos souvenirs, des choses comme ça qui nous sont chères. Donc, oui, ça devient un cocon, c'est vrai. Allez, Johanna, on va construire une tour, alors? Johanna, tu ouvres le frigo? Tu récupères... Il n'y a pas du lait dans le frigo? Je m'appelle Anastas Pirounakis, j'ai 36 ans. Je suis arrivé à la Cité internationale universitaire de Paris le 6 septembre 2020. Donc c'est la fondation Émile Deutsch de la Meurthe qui m'a accueilli avec ma famille. Donc je suis à Paris avec mon épouse et mes 3 enfants. Je poursuis un cursus universitaire dans le droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et j'entame ma 3e année à la Cité. Alors je viens de la Nouvelle-Calédonie, qui est un territoire français ultramarin qui se situe entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande dans le Pacifique. Et donc on est à 18 000 km de chez nous. Et donc nous sommes arrivés en famille le 6 septembre 2020, après avoir repris mes études en 2018, car j'étais gérant de société pendant à peu près 15 ans en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Donc j'ai Georges, l'aîné, qui a 10 ans, Sophie, la cadette, qui a 6 ans, et la dernière, Johanna, qui a 3 ans. En fin de compte, je crois que toutes les conditions sont réunies pour nous permettre de nous sentir chez nous, à la Cité. Les espaces sont quand même assez bien réfléchis. On a chacun un espace de vie intime dans nos chambres, dans nos appartements, pour les familles en tout cas. Et puis on a des espaces communs où on apprend le respect d'autrui, à vivre ensemble, à partager justement. C'est vraiment le lieu du brassage entre les différentes cultures. C'est donc aussi un lieu de solidarité. Tout est fait pour qu'on puisse étudier dans de bonnes conditions, que ce soit au niveau du règlement, que ce soit au niveau des événements qui sont très culturels. On apprend beaucoup à la Cité, on échange beaucoup aussi avec différents étudiants qui sont dans d'autres disciplines, avec lesquels on peut se rencontrer dans différents événements ou même dans les couloirs, nos voisins. Et par exemple, moi qui suis en droit, je rencontre par exemple un philosophe et on trouvera un terrain d'entente sur la philosophie du droit. Alors vivre avec sa famille à la Cité, c'est vraiment une formidable expérience. Il faut savoir que la Cité propose des chambres universitaires à des étudiants, on va dire, qui viennent seuls. Mais elle propose aussi des logements qui sont adaptés à une vie de famille, à savoir on va avoir un salon et une chambre séparée. Et dans le meilleur des cas, si le nombre d'enfants le justifie, on pourra bénéficier d'un logement avec 2 chambres et un salon. Alors là, c'est le baby-foot que je joue souvent quand je viens avec mes amis. Là-bas, il y a la table de ping-pong. Et donc, ça permet aussi, dans cette idée toujours de brassage des nations, de rencontrer des familles, par exemple. La Cité accueille des familles afghanes avec qui on a pu échanger, car les enfants vont par exemple être amenés à jouer entre eux dans le parc. Et donc, avec les parents, on va échanger autour de repas, autour de thé. Et c'est une occasion supplémentaire d'avoir un échange culturel aussi entre les familles. Il y a des familles aussi chinoises. D'ailleurs, dans mon bâtiment, il y en a 2, avec qui on échange beaucoup, parce que toujours à travers l'amitié de nos enfants. Et pour l'anecdote, il y a eu la fête de la Cité l'année dernière, à laquelle étaient conviés tous les résidents. Donc on parle quand même de plusieurs milliers d'étudiants, de résidents. Et donc sur la grande pelouse, qui est un espace aussi emblématique de la Cité, face à la Maison internationale, il y avait un DJ avec les milliers d'étudiants dans une ambiance très festive. Et donc j'ai mes 3 enfants qui ont commencé à initier une petite queue-leu-leu, une chenille, à laquelle s'est jointe les milliers d'étudiants. Et donc on avait Johanna, âgée de 3 ans, qui guidait un petit peu n'importe comment une chenille qui faisait plusieurs mètres de long, avec une centaine d'étudiants qui suivaient. Et donc c'est pour un petit peu montrer cette intégration et cette solidarité et ce bien vivre ensemble. Je crois qu'il a vraiment été matérialisé ce jour-là.
Dans cet épisode sur les chambres des maisons de la Cité internationale, vous venez d'entendre Lulio, résident de la maison du Portugal André de Gouveia, Sandrine, résidente de la maison des étudiants suédois, et Anastase et son fils, résident de la Fondation Dutch de la Meurthe. En immersion, un podcast produit par la Cité internationale universitaire de Paris et Friction.